Salut bien, et moi je vous salue et j'espère qu'aujourd'hui vous êtes énormément bon et moi aussi, c'est mieux. Ok, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir ensemble l'introduction à l'informatique. Ok, aujourd'hui, on va voir l'introduction à l'informatique. Ça peut arriver que c'est la première fois que vous regardez nos vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos pour ne rien rater. Aucune vidéo, aucune information. J'espère très bien que si vous regardez cette vidéo dès le début jusqu'à la fin, vous allez tout de suite découvrir quelque chose. Si vous découvrez quelque chose, nous avons besoin de votre commentaire. Ça peut arriver que vous avez quelque chose à dire sur la vidéo. Il y a là où vous pouvez mettre vos commentaires. Sans oublier aussi d'aimer nos vidéos si vous aimez nos vidéos. Sans oublier aussi de partager pour que les autres voient aussi comment l'informatique a été évoluée, comment il a plus source et ainsi d'autres. Ok, c'est dans cette chaîne, c'est cette chaîne Savoir le plus que vous trouvez des informations pareilles. Ok, restez dès le début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Ok, introduction à l'informatique. Voilà, l'introduction à l'informatique. On va voir premièrement motivation, on va voir aussi le plan, on va voir aussi d'autres pratiques. Ok, commençons par les motivations. L'objectif de cette introduction à l'informatique est de présenter comment se convoient les logiciels et les sites web. Il s'agit de faire évoluer les étudiants d'une position d'utilisateur de l'informatique à une position de concepteur en acquérant les premières bases. À l'issue du cours, l'étudiant doit pouvoir construire un algorithme simple, le programmer et comprendre comment se déroule son exécution. Elle doit aussi être capable de construire un site web adaptatif et dynamique. Voilà, l'usage, on va voir l'usage de l'informatique. L'informatique est subdivisée, s'il vous plaît, en trois parties. Ici, on voit la première, celle qui est constituée par des utilisateurs, le deuxième qui est constitué par des concepteurs et le troisième constitué par des développeurs. Ok, quelle est la définition de l'informatique? Premièrement, l'informatique, dans son acceptation courante, l'informatique désigne l'ensemble des sciences techniques en rapport avec le traitement de l'information. Dans le traitement de l'information, dans le parler populaire, l'informatique peut aussi désigner à tort ce qui se rapporte au matériel informatique ou bien électronique et la bureautique. Sans oublier aussi que l'informatique est constituée de deux mots. Il s'agit de l'information et puis automatique. Il a pris naissance en France par les 40 immortels qu'il a accepté que l'informatique est constituée de deux mots. Le premier mot qui est constitué de information et puis automatique. Voilà. On parle aussi de STIC qui est de sciences et technologies de l'information et de communication, communément en anglais Computer Engineering, Software Engineering, Information Technology, Computer Science. Ok, voilà, passons à l'étape suivante. On va voir pour le moment les données. Voilà, les données informatiques.
lorsqu'on parle de données, on a un tas de variables, on a un tas de mémoire où on va stocker ces données et ainsi d'autres. Les données sont des biens précieux. Oui, vraiment, ce sont des biens précieux. Voilà, en deuxième, on va voir le cycle de vie des données. On commence par la production. Vous produisez vos données. S'il s'agit d'écrire, vous écrivez vos données dans la machine et puis vous les stockez. Puis vous l'exploitez. Si vous voulez, mais vous pouvez les archivage. Troisièmement, on va voir, on a la place de l'informatique qui commence de D au traitement informatique. Et suivant le D plus, il fallait les ajouter. Quatrième position, on va voir des enjeux, des problèmes aussi de la kin. On va voir ce qui est économique, politique, au pouvoir et éthique. Voilà, représentation et stockage des données. Voilà, présentation et stockage des données. Il s'agit de représenter, de visualiser vos données, et par le stockage, il s'agit de les concevoir ou de les stocker. Elles sont de toutes sortes, mais sont numérisées sous forme de 0 et 1 bit, qui signifie binaire digit en informatique. On va se baser tout simplement sur des chiffres qui sont 0 et 1 qui montrent le fonctionnement binaire de la machine ordinateur. Deuxièmement, on va voir les unités. Les unités informatiques, comme il y a des unités de volume, des unités de masse, des unités de quoi et quoi. Et en informatique, il y a des unités. On va voir en premier lieu l'octet, qui signifie 8 bits. Cet octet permet de différencier 256 égale aussi à 2 exposé à 8 informations, par exemple, qui sont en caractère. Voilà le kilo-octet, qui signifie 2 exposé à 10 octets égale aussi à 1024 octets. Il y a aussi le mégaoctet, qui est égal à 2 exposé à 20 octets égale aussi à 1024 kilooctets égale aussi à 1 million d'octets. Il y a le gigaoctet et il y a aussi le téraoctet. Pour faciliter le travail, qu'est-ce que vous voyez? Voilà que par l'octet, il s'agit de 8 bits. Par le kilooctet, il s'agit de 2 exposé à 10 octets. Et puis, si vous passez de kilo à méga, vous faites 10 fois 10, 2 exposé à 10 plus 10, c'est-à-dire 2 exposé à 20. Si vous passez de giga, vous prenez 2 exposé à 20 fois 2 exposé à 10, qui est de 2 exposé à 30 et ainsi d'autres. Il y a les téraoctets, il y a aussi des pentas, il y a aussi les hexaoctets, etc. Troisièmement, il y a des supports de stockage et débit raison. Sport de stockage pesant 2000 mémoire, il s'agit de 128 mégaoctets, disque dur de 4 giga, disquette 1,4 méga. SXCX modem 56 bits théorique. Pesant en 2019, il s'agit de 16 giga, disque dur de 1 Tera, clé USB 64 octets. Samsung Galaxy S10 mémoire de 8 giga, carte SD 16 correspond à 512 gigaoctets. Ok, on va voir pour le moment la définition de l'informatique. L'informatique, c'est quoi? Rester connecté. On va voir l'informatique est une machine de l'ordinateur. On va voir ce que c'est l'ordinateur plutôt pas de l'informatique. On va voir l'ordinateur. L'ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement qui lui permettra d'exécuter des programmes enregistrés manipulant des données sous forme binaire. Le premier ordinateur Pascaline qui est de
16e siècle, calculatrice mécanique, horlogerie, métier à tisser, jacquard, papager, qui est de 19e siècle, calcul des tables marines, United Kingdom, Turing, décodage des messages secrets de la machine, von Neumann, enquête de machines actuellement programmables. Voilà la structure de von Neumann qui lui a montré la structure qu'aujourd'hui nous utilisons même aujourd'hui. Voilà, c'était constitué de l'unité d'exécution en collaboration avec la mémoire, c'est les deux en collaboration avec les paires vérifiées d'entrée-sortie, sans oublier aussi le stockage et la communication. Voilà les versions des ordinateurs. Des années 1976, l'ordinateur avait la superficie de 167 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il occupe toute une salle. Là, on a la largeur d'environ, je dirais 30, la largeur de 5 mètres et 30 mètres de long, par exemple. Dans ces années, l'ordinateur n'était pas mobile, il était fixe et même utilisé par plusieurs personnes en même temps. Si par exemple il s'agit d'un souris, l'un prend le souris et l'autre fait l'autre action. Et voilà, en 1980, où on a essayé de diminuer le volume, on a essayé de minimiser. Et puis vous avez dans les années 1982, où on a fait des Commodore de 64. Et puis on a 1984 Macintosh. Et puis voilà 2020 qu'on a essayé de minimiser le tout possible avec des iPhones et des téléphones, des laptops. Et voilà. Voilà le graphique de transistor et les années. C'est-à-dire que dès le début, on utilisait des transistors, alors on a évolué aux circuits intégrés et ainsi d'autres. Il s'agit d'une analyse faite. Si vous pouvez lire et comprendre de quoi il s'agit, ce graphique varie en fonction des années et en fonction des nombres de transistors. Voilà, on va voir le concept d'algorithmique et de langage. Par l'algorithmique, par algorithme, est un moyen pour animer de présenter la résolution par le calcul d'un problème à une autre personne physique. L'algorithme est un énoncé dans un langage défini d'une suite d'opérations permettant de résoudre par calcul un problème. Voilà, le langage de programmation. Aujourd'hui, on compte plusieurs langages de programmation. On peut parler langage C, langage Java, C++, JavaScript, et ainsi d'autres langages. Un langage de programmation permet de définir les ensembles d'instructions effectuées par un ordinateur lors de l'exécution d'un programme. Les langages de programmation permettent d'implémenter des algorithmes. Par exemple, on peut parler qu'il existe des dizaines de langages informatiques adaptés en nom à des domaines spécifiques. Langage machine, assemblée, impératif, fonctionnel. Voilà, comme je viens de le dire, voilà quelques langages de programmation. Ici, on a Python, on a PHP, on a Java, il y a aussi JavaScript, il y a HTML. Il y a C++, et il y a aussi C. Voilà, qu'est-ce qu'est un logiciel? Voilà, un logiciel est un ensemble de
programme qui permet à un ordinateur ou à un système informatique d'assurer une tâche ou une fonction en particulier. Plusieurs sortes de logiciels, structuration en couches, application, enveloppe de développement, système d'exécution, pilote de périphérique, matériel. Voilà qu'il s'agit tout type. Toute une suite qui voit des applications, des enveloppes, des systèmes d'exploration, des pilotes terminés par des matériels. Exemple de logiciels au sens large. Si on va Facebook, on va Quant, on va Google, tout ça ce sont des logiciels, Firefox, Eclipse et ainsi d'autres. Il y a aussi Android, il y a Linux, Windows 10. Et voilà pour le moment le génie logiciel ou bien l'intelligence logicielle. Premièrement, le génie logiciel en anglais Software Engineering désigne l'ensemble de méthodes, de techniques et outils courants en la production des logiciels au-delà de cette activité de programmation. Cycle de développement, le plus classique est dit en V, mais il en existe bien d'autres. Voilà le schéma. Analyse des besoins et faisabilité. Voilà à droite, il y a des recettes. En dessous des recettes, il y a des tests de validation, il y a des tests d'intégration, il y a des tests unitaires. En dessous de l'analyse des besoins et faisabilité, il y a des spécifications, conception, architecture, conception détaillée, codage. Voilà que à chaque itération, à chaque étape, il y a coïncidence, il y a la communication entre ces de droite et ces de gauche pour contribuer au codage. Voilà. Pour le moment, on va voir ce qui est de réseau. Réseau informatique, c'est quoi? Premièrement, un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. C'est-à-dire un réseau, c'est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger ou bien pour contribuer aux productions des informations. Les protocoles de communication permettent de définir de façon standardisée la manière dont les informations sont enregistrées entre les équipements du réseau. Voilà, réseau qui signifie équipement plus protocole. Quelles sont les caractéristiques d'un réseau informatique? Les caractéristiques d'un réseau informatique, comme je vais te le dire là-haut, il s'agit premièrement du débit, c'est-à-dire le nombre de bits qu'on va traiter par seconde. Il y a la latence, là on ne peut pas dépasser. Il y a gig, il y a aussi temps d'opérateur. Voilà quelques chiffres. Brest-Paris, aller-retour en 15 microsecondes. Il y a aussi Brest-Sardinay qui fait de l'aller-retour à 150 nanosecondes. Il y a aussi vitesse du son qui est de 300 mètres par seconde ou de 3 mètres par 10 microsecondes, égale aussi à 4,5 mètres par 15 microsecondes. Il y a aussi clignement de paupières qui est de 60 microsecondes. Il y a chute d'un objet à une hauteur de 1 mètre par exemple qui est aussi de 400 microsecondes. Voilà la définition. Informaticien, c'est quoi? Informaticien né ou bien informaticienne. On peut parler de l'informaticien s'il s'agit d'un homme et l'informaticien s'il s'agit d'une femme. L'informaticienne exerce un métier de l'informatique. La variété des informaticiens reflète d'une part celle des techniques d'information et d'autre part celle des modes de l'organisation du travail informatique. Elle se liste dans le cadre de la recherche, de la conception des systèmes, de la production et de la gestion de la maintenance.
Ces activités peuvent concerner le domaine matériel et ou le domaine artificiel. Voilà les formations standards. Si vous voulez quelques formations, vous pouvez faire des formations comme vous voulez à des niveaux que vous voulez, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire des recherches sur vous-même, puis savoir ce que vous voulez savoir. Voilà les types de métiers informatiques, mais avant de voir les types de métiers, il y a ce qu'on appelle le secteur d'activité en informatique. Il y a aussi de l'exploitant, de l'expérience, il y a aussi de niveau de formation et d'être par secteur d'activité, c'est-à-dire vous focaliser dans une notion où vous voulez vous enrichir en informatique par niveau de formation. Qu'est-ce que vous faites? Il s'agit d'un diplôme ici, par expérience, il s'agit de la capacité que vous avez à manipuler ou bien à faire votre métier informatique. Ok, quels sont les métiers informatiques? Ici, on va voir les types qui sont de 3 types, je pense. Premièrement, il y a un informaticien logiciel ou bien informaticien ingénieur logiciel. Et celui-ci est un développeur, puis chef de projet, architecte, responsable d'affaires, consultant. Il y a aussi l'informaticien. Ici, on parle de système. Et celui-ci, il est responsable d'application, administration système ou bien réseau, puis responsable des sites et ingénieur sécurité. Il y a aussi l'informaticien scientifique. Besoin d'un compteur. Au cours de la préhistoire, l'innocé calculait à l'aide des cailloux. La terre appelée communément calculi ou des semés qui furent sans doute les
Première caractéristique de poche. On trouve des traces de symboles et de chiffres dans certaines civilisations de l'Antiquité. Quelques millénaires avant notre ère, Chinois, Égyptiens, Sumériens, Babyloniens, Grecs ou Romains, toutes avaient des symboles numériques et des méthodes pour compter et calculer. Ce système de numération s'inspire naturellement du monde de droit, ainsi que le Romain par exemple établir des symboles spéciaux pour indiquer 5 et 10 unités. Comme voilà les chiffres romains. Dans certaines civilisations pieds-nus, utilisant des mains et des pieds pour compter, le nombre 20 était parfois choisi comme base de numération. Dans certaines régions asiatiques, on comptait en s'observant des articulations des doigts ou des phalanges, d'où la numération en base 12, en base 14, 15, 24, 30, 60, etc. Les doigts ont servi à nos ancêtres pour compter et pour effectuer toutes sortes d'opérations arithmétiques. On se retrouve des traditions de calcul digital chez les anciens Égyptiens de Grèce et Romains, mais aussi chez les Chinois, les Aztèques du Mexique, les Colombiens, les Indiens, les Persans, les Arabes et ainsi d'autres. Curieusement, on utilise en langage anglais le terme de calcul digital dans la nouvelle science informatique. Le mot digit a le sens de chiffre. En français, on parle plutôt de calcul numérique pour effectuer des contresens. Dans les ordinateurs, on utilise des bits, qui signifie le terme bit est la contraction de l'expression anglaise binary digit. L'écriture est binaire. Le nombre ne comporte que les deux chiffres qui sont exclusivement 1 et 0. La plus naturelle et la plus répandue des numérations était celle qui comptait en base 10. Elle nous a parvenu à travers les siècles avec des symboles introduits par les Indiens, modifiés et complétés par les Arabes. Notre système décimal actuel est le résultat de cette évolution et de moyens mis en œuvre pour lui donner des formes adaptées à l'expression écrite et orale et méthodes de calcul. Si le système décimal est celui de l'immense majorité des hommes, il ne faut pas oublier que d'autres sont toujours utilisés, tels le système sexagésimal, base 60, pour exprimer les mesures du temps, tout comme c'est des arcs et des angles. L'origine du système sexagésimal rapporte aux Sumériens. Au cours de l'histoire, on trouve aussi souvent le nombre 12 à base de nombreux systèmes de comptage et de mesure, par exemple dans la division du jour en heures. Parallèlement à cette évolution des signes, chiffres, calculs mentaux et manuels, on assiste au développement d'outils de systèmes de machines pour simplifier et accélérer les calculs nécessaires, par exemple pour garder la trace des transactions commerciales ou des cycles astronomiques et pour faire face aux besoins croissants des paysans, de l'armée et d'une société en pleine évolution.
va avoir pour le moment un développement historique et conceptuel. Il y a 2000 ans, la civilisation méditerranéenne utilisait l'ambac pour les calculs. Bien avant l'ère chrétienne, les Chinois comptaient à l'aide des bouliers et dans certains pays comme la Russie, Chine, Japon, on en trouvait encore plusieurs sortes couramment utilisées dans le commerce, les banques et ainsi d'autres. Mais il a fallu attendre le XVIIe siècle, le XVIIe époque de grande effervescence intellectuelle pour voir apparaître des systèmes et de calcul plus rapides et plus automatiques. Les débuts furent lents et difficiles. La numérisation romaine utilisée en Europe pendant le premier millénaire de notre ère n'était pas une numération positionnelle, c'est-à-dire que la position des chiffres dans la représentation de nombres n'était pas associée à des points implicites, unités, dizaines, centaines, et ainsi d'autres, permettant une écriture de nombres plus compacte. Voilà MD, CC, L, XX, 1, 1, 1 qui est égal à ça, 87, 3. Et une grande simplification des calculs. Les Romains ne connaissaient pas le zéro. L'étonnante idée du zéro vint à l'esprit des Indiens et des Arabes quelques siècles après Jésus-Christ. Le chiffre zéro fit son apparition en Europe dans un manuscrit célèbre sur les chiffres indiens, écrit par le mathématicien Al-Khwarizmi vers l'an 820 après Jésus-Christ. Les savants de Babylone connaissaient apparemment une numération en base 60 positionnée avant le chiffre zéro déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les chiffres arabes sont adoptés en Europe au cours du XIe siècle, mais il faut attendre le milieu du XVIe siècle pour voir des ouvrages traitant les méthodes arithmétiques. Au Moyen-Âge, l'écriture était l'affaire des moines et la diffusion de l'arithmétique était limitée à quelques privilèges, ayant accès aux rares traités de l'époque. Les besoins en calcul augmentent sans cesse. Des sociétés secrètes se chargeaient de résoudre les problèmes de compatibilité des commerçants arabes du XVIIe siècle. Des savants commençaient à s'intéresser au système d'aide au calcul. En 1614, le mathématicien écossais John Napier présente sa théorie du logarithme des tables de Napier qui transformait des multiplications compliquées en de simples additions donnèrent naissance à la règle à calcul, un outil pratique et efficace créé en 1620. Napier inventa aussi un système non algorithmique pour simplifier les multiplications basées sur le simple déplacement des tiges, bâtons ou os de Napier. En 1623, Wilhelm Scott construit à Tübingen, en Allemagne, la première machine à calculer en appliquant le principe du déplacement des tiges développé par Napier. Sa machine se perd au cours de la guerre de 30 ans. De son fait, on ne sait pas exactement si éventuellement de quelle matière elle fonctionne.
les quelques designs qui sont parvenus à assembler prouvaient que Caltech avait utilisé des roues chiffrées et s'était attaqué au problème de la retenue. Bien que le principe des roues dentées et autres techniques de roues dentées et autres engagements connus depuis les siècles, astrolabes, horloges, les églises, les techniques de construction étaient primitives et la fiabilité résultante assez modeste. Chicaud se plaint d'ailleurs de ces problèmes de mécanique dans ses lettres à Kepler, où l'on trouvait des précieuses indications sur la conception de la machine. À partir de ce design, une réplique de la machine améliorée pour être fonctionnelle fut construite en 1971. En 1642, à Paris, Pascal présente une machine qui peut additionner et même soustraire des nombres de 6 chiffres. En 10 ans, il en a construit plus de 50 versions, dont certaines peuvent calculer avec 8 chiffres. Des exemplaires sont conservés à Paris. Son système est basé sur une série de roues dentées figurant les colonnes décimales. Le problème de la retenue est résolu de la manière suivante. Chaque roue peut dépasser le chiffre 9 en effectuant une rotation complète. Sa première machine, la Pascaline, alors qu'il en avait que 19 ans. La machine de Pascal pouvait en principe exécuter des opérations plus complexes, telles la multiplication par des méthodes compliquées d'addition répétitive. Mais il faudra attendre 1673 pour avoir apparaître une calculatrice capable d'exécuter automatiquement les 4 opérations arithmétiques. Ce se relève d'un génie allemand, Leibniz, qui ajoutera au mécanicien de la Pascaline un chariot mobile et une manivelle permettant d'accéder et d'automatiser l'exécution des additions et des soustractions répétitives exigées par les multiplications et les divisions. Les principes de machine de Pascal et de Leibniz seront adoptés dans la conception des machines à calculer pendant plus de 3 siècles. Leibniz, qui avec Newton est à l'origine du calcul différentiel et intégral, inventa aussi le système binaire sous forme moderne. Les numérisations base 2 existant déjà en Chine dans l'Antiquité, avec ces 2 chiffres 1 et 0, et soulignant la puissance et la simplicité de l'arithmétique binaire qui serait finalement adoptée par la plupart des ordinateurs contemporains. Des exemples de numération utilisés au cours de l'histoire sont résumés dans le tableau. On peut ajuster titre, considérer le XVIIe siècle comme un tournant dans le développement de la connaissance scientifique. Des gens tels que Galilée, Newton et Leibniz sont à l'origine d'une véritable révolution intellectuelle qui propulsant l'Europe au premier plan dans le développement arithmétique et dans les applications aux sciences naturelles, dépassant ainsi les Arabes, les Indiens, les Chinois. C'est au cours du XVIIe siècle qu'on a conceptualisé les bases de la science moderne, et c'est là où on trouve les racines de ce grand développement d'idées qui conduira à l'ordinateur.
Voilà quelques systèmes de comptage. Il y a base 1, comptage avec les doigts, caillou et entaillé. Il y a base 2, système binaire, logique, symbolique et ordinateur. Il y a base 5, système quinquennal. Il y a base 7, note musicale, jour de la semaine. Il y a base 8, système octal, premier ordinateur. Il y a base 10, adopté par l'homme. Il y a base 12, gamme de notes et demi-tons, monnaie et mesure anglaise, mois, heure, 2 fois 12. Il y a aussi base 16, système hexadécimal, communément utilisé par les ordinateurs. Il y a base 20, comptage sur les doigts des mains et des pieds, maillant. Il y a base 24, elle dit jour. Il y a aussi base 60, degrés, minutes, secondes, angles, 100 de savoir de Babylone. Voilà comment on a progressé dans les années du 19e siècle. En 1728, le mécanicien français Falcon construit une commande pour métier à tisser à l'aide d'une planchette en bois muni de trou. C'est la première machine capable d'exécuter un programme externe. En 1805, Joseph Jacquard perfectionne le système de façon à remplacer les planches en bois par les cartons troués articulés, les premières cartes perforées, qu'on peut encore voir de nos jours dans certaines hors de manège. Le système à bande de programmation de Jacquard permet de produire les designs les plus compliqués en grande quantité et de qualité toujours égale. Il s'agit d'un premier pas de la révolution industrielle, mais aussi une étape très importante vers l'exécution automatique des calculs les plus complexes. Au milieu du 19e siècle, on s'approche conceptuellement et matériellement de l'ordinateur grâce aux idées et au travail exceptionnel des mathématiciens anglais Charles Babbage, considéré comme le grand-père de l'ordinateur pour avoir fait le rapprochement entre les machines à calculer et le système de commande automatique de Jacquard. En 1822 vers 1832, Babbage est totalement absorbé par la conception d'une machine capable de calculer et d'imprimer des tables numériques selon la méthode de différence. Il construit un prototype basé sur des roues dentées glissant sur des arbres actionnés par une manivelle. Avec l'aide de l'État et le soutien de la Royal Society, il apprend la construction d'un modèle utilisable. Il se heurte alors à des problèmes techniques et son projet prend du retard. Après 10 ans de travail acharné, les subventions se suspendent et il doit abandonner sa machine à différence. En 1833, Babbage se lance dans la réalisation d'une machine encore plus ambitieuse, la machine anarchique. Elle était conçue pour faire des séquences d'opérations arithmétiques en fonction d'instructions données par l'utilisateur. Ce serait donc une machine aux applications les plus variées. Le premier calculateur programmable. On trouve dans sa machine analytique des idées très avancées pour l'époque qui seront adoptées ou
réinventé par les constructeurs d'ordinateurs une certaine année plus tard, comme la notion de processeur, la mémoire, de programme ou de technique d'entrée-sortie par carte perforée. Babbage pouvait compter sur l'aide et le soutien d'un autre personnage de son temps, d'Augustin Comtes de Lovelace, qui laissait à postérité des designs et des conceptions et des descriptions de la machine analytique. Il laissa aussi des programmes qui constituent une véritable première dans l'histoire de l'ordinateur. Malheureusement, ces programmes ne sont jamais exécutés. La machine de Babbage était probablement irréalisable avec les techniques et les outils de son temps. Elle devait fonctionner comme une locomotive à vapeur et était beaucoup trop complexe et ambitieuse. Elle ne serait jamais contractée. Babbage passa sa vie sur son projet et y dépassa toute sa fortune. Il ne restait que de certains designs et plans aussi. Quelques parties nous montrent quelques difficultés. Babbage avait rencontré dans la réalisation de son invention. Sa machine, à différence, devait connaître un meilleur sort, reprise en mai par un inventeur suédois. Une version réduite sera réalisée avec l'aide de Babbage et présentée à Londres en 1854. C'est précisément en 1854 que le mathématicien anglais George Boole publie un essai intitulé Une étude des lois de la pensée, dans lequel il exposa ses idées sur la formulation mathématique des propositions logiques reprenant des spéculations de Leibniz. Boole convoit un système de logique symbolique appelé algèbre booléenne, qui révolutionnera la science de la logique, ainsi que plus tard des formules appliquées au système de numération binaire, rendant possible l'ordinateur numérique et électronique. Avant la fin du XIXe siècle, l'Américain Herman Hollelite construit un calculateur de statistiques fonctionnant avec des cartes perforées pour accélérer le traitement des données du recensement américain de 1890. Inspiré par des travaux de Babbage et par des applications de cartes trouvées dans la commande des métiers à tisser, il perfectionne la carte perforée et un système de codage de l'information qui porte son nom. La carte de Hollelite comprenait 12 rangées de 20 positions à perforer tout pour figurer les données du recensement de la population des États-Unis. Une fois perforées, les cartes étaient placées dans les lecteurs qui détectaient les trous. Ceci à l'aide d'un aiguille qui traversait les trous et établissait un circuit électrique en trempant dans les petits pots de mercure placés de l'autre côté de la carte. Le système de Hollelite était si rapide qu'un premier décompte fut établi en quelques semaines et une analyse statistique complète en 2 ans et demi. La population était passée en 10 ans de 50 à 63 millions d'individus, mais le recensement de 1890 avait été fait en 3 fois moins de temps qu'en 1880. Hollelite fonda
la Tabulating Machine Company pour produire ces systèmes à carte perforée. Sa compagnie rencontra un succès de longue durée. En 1924, 5 ans avant la mort de son fondateur, elle devint l'International Business Machine Corporation. Dans le même état, les premières machines analogiques utilisées pour effectuer des calculs arithmétiques sont inventées comme par le calculateur d'O'Malley par Long Kelvin en 1870. Sa machine utilise des roues avec des chevilles des centres pour produire un mouvement sinusoïdal et une corde de glissade puis dépouillé pour additionner les différentes harmoniques. Voilà pour ce qui a caractérisé le XXe siècle. Les machines à carte perforée continuent à se développer pendant la première moitié du siècle. Durant cette période, on assistait aussi à la naissance d'un véritable industrie des calculatrices de table. Les machines analogiques sont développées pour des applications de calcul scientifique, calculateurs de tir, analyse harmonique mécanique des fluides. Dès 1930, on voit apparaître des machines analogiques mises en pièces mécaniques et signaux électriques pour représenter les fonctions mathématiques. Parmi les pionniers du calcul analogique, il faut citer Vannevar Bush qui construit un mythe et un analyseur différentiel capable d'aider à la résolution d'équations différentielles complexes. Il s'agissait d'une machine énorme, assez rudimentaire et l'utilisation difficile. D'autres machines de sortie suivront et seront utilisées jusqu'aux années 60. Les années 30 sont riches en développement et il faut souligner les conditions fondamentales de Shalom et Turing. Dans sa thèse publiée en 1938, Claude Shalom, reprenant les idées de Leibniz et de Bohr, fit le rapprochement entre les nombres binaires, l'algèbre booléenne, les circuits et les circuits électriques. 10 ans plus tard, il publiera une théorie mathématique de la communication qui expose ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'information. Shalom prouva que les chiffres binaires conviennent également pour des relations logiques et que tous les calculs logiques et arithmétiques peuvent être réalisés à l'aide de 3 opérations logiques de base qui sont et, ou et non. Ces brillantes conceptions influencèrent le développement de la télécommunication ainsi celui des ordinateurs. Alan Turing, génie théorique de l'université Cambridge, publie en 1936 son essai fondamental à propos des nombres calculables, où il traitait de problèmes théoriquement impossibles à résoudre. Il énonce le principe d'une machine universelle purement imaginaire, la machine de Turing, qui préfige les caractéristiques de l'ordinateur moderne. Ces idées étaient directement applicables à la logique mathématique, mais Turing cherchait à établir une description rigoureuse de toute opération mentale. Il traitait aussi de l'art de programmer les versions de sa pensée et l'entrée en guerre de son pays l'amèneront à s'occuper de la conception effective de machines contribuant au décryptage
de communication allemande. Vers la fin des années 30, d'autres chercheurs parvinrent à la conclusion que la logique booléenne pouvait être employée efficacement dans la constitution des calculateurs. L'adoption du système binaire au lieu du système décimal était aussi dans l'esprit de certains pionniers. John Atanasoff à l'université de l'État de Iowa et George Spitz au laboratoire Bell travaillent indépendamment construisèrent les prototypes de machines binaires. Dès 1936, ZIS se fabrique avec des moyens très modestes de machines électromécaniques qui par les Z1 et Z2 fonctionnent sur le système binaire. En 1938, il proposa la construction d'un calculateur électronique composant 1500 types à vide, mais le gouvernement allemand juge le projet irréalisable. ZIS construit alors un calculateur binaire universel avec 2600 relais de téléphone, le Z3. Les programmes sont introduits au moyen d'un film vidéo helpful, une multiplication dure environ 5 secondes. Le Z3 sera terminé en 1940 et, comme d'ailleurs son successeur, le Z4, sera effectivement utilisé pour résoudre des problèmes de conception aéronautique et de missiles. Parmi les premiers précurseurs de l'ordinateur, il faut citer Mach 1, une énorme machine électromécanique construite entre 1939 et 1944 par IBM qu'on a parlé en haut et l'université de Harvard sous la direction de Howard Aiken. Ce calculateur est capable de manipuler des nombres de 23 chiffres décimaux en 6 secondes et d'effectuer des additions et ou soustractions en 3 dixièmes de seconde, mais conçu pour la base du système décimal avec des milliers de roulements à billes et 7600 pièces électromécaniques. Le Mach 1 était une sortie de machine analytique du XXe siècle. En fait, il se releva obsolète avant même d'être terminé. Voilà pour le moment l'essence de l'ordinateur qui est né de 1945. Tous les prototypes de la période 1935 Tous les prototypes de la période de 1935 recevant vers 1945, c'est-à-dire 10 ans, recevant des instructions à l'aide de cartes, bandes ou firmes perforées et pouvaient faire des opérations arithmétiques en quelques secondes. Il réalisait les idées de Babbage ainsi qu'après ses efforts. La Z3 avait été la première à fonctionner en 1941 avec 3 ans d'avance sur les machines américaines de Sitbiz et Aiken. On pouvait faire des calculs complexes 10 fois plus vite qu'avec des calculatrices de table. Mais la gloire de ces machines électromécaniques sera de courte durée. L'ère de l'électronique allait commencer. C'est en 1945 que John Plesper et John Mokry terminent à l'université de Pennsylvanie la construction de RENAC, Electronic Numerical Integration and Computer.
machine universelle programmable et numérique basée sur le système décimal et entièrement électronique. Avec ses 18 000 types et ses 30 tonnes, l'ENIAC pouvait multiplier des nombres de 10 chiffres en 3000 secondes. C'était la fin des calculatrices électroniques, dépassées par une technologie 1000 fois plus vite. L'ENIAC fonctionna convenablement, traita des millions de cartes perforées au cours de ses premiers essais, mais l'inconvénient résidait dans la difficulté de modifier ces programmes. La mémoire interne était très petite et les programmes étaient câblés sur des fiches électriques interchangeables. Il n'était pas possible de les enregistrer sur un support extérieur. Pour passer d'un calcul à l'autre, il fallait brancher et débrancher de certains câbles. Pour cette raison, l'ENIAC bien était le premier calculateur électronique, n'est pas toujours considéré comme le premier ordinateur selon le sens donné aujourd'hui à son terme. Avant la fin de 1945, John von Neumann, un mathématicien d'origine hongroise, associé comme consultant au projet ENIAC, franchit le dernier obstacle et proposa la construction de EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Compute, machine modèle de l'ordinateur tel que l'on conçoit à présent. Il a accompli une abstraction géniale du système de commande de la machine en proposant d'enregistrer le programme en mémoire. La machine gagne ainsi en souplesse et en vitesse. L'instruction et données sont stockées dans la mémoire, même dans la machine. Le programme peut décider quel calcul exécuter, quel schéma choisir pour la suite des opérations sur la base des résultats intermédiaires. Le déroulement du programme peut être commandé par des décisions logiques qui permettent de sauts et de branchements conditionnés dans le programme. L'ordinateur est né. Voilà. On peut ici résumer les caractéristiques de l'ordinateur selon von Neumann. Une machine universelle contrôlée par un programme. Deuxièmement, les instructions du programme sont codées sous forme numérique binaire et enregistrées en mémoire. Troisièmement, le programme peut modifier ses propres instructions qui sont normalement exécutées en séquence. Des instructions existent permettant les ruptures de séquence. Dans une communication qui fera dater von Neumann, décrit en 1945 les 5 composants essentiels de ce qui allait désormais être appelé l'architecture de von Neumann, qui est constituée de l'unité arithmétique et logique, l'unité de commande, la mémoire centrale, l'unité d'entrée et l'unité de sortie. Von Neumann fit aussi remarquer qu'un tel système, pour être vraiment efficace et performant, doit fonctionner électroniquement et selon la numération binaire. Les principes de von Neumann guideront la conception des ordinateurs jusqu'à nos jours. De 1945 à 1950, on construit des prototypes partout aux États-Unis comme en Europe. Paradoxalement, ce ne sera pas von Neumann qui réalisera le premier une machine selon ses principes. L'EDVAC plat du retard à cause de quelques entrées de querelles entre les protagonistes de cette grande réalisation, notamment Lecker, Mokshi,
Gord Steve Evanman, créé de conception, mais aussi créé de brevet et de paternité de l'invention. Les premiers ordinateurs obéissant aux principes dictés par von Neumann, c'est achevé par les scientifiques britanniques avec 2 ans d'avance sur les divers. Ok, voilà, c'était une histoire complète de l'ordinateur, comment l'ordinateur est né, toutes les étapes, toutes les époques qui ont caractérisé la conception de cette machine. Voilà, merci de patienter, merci de rester avec nous dès le début jusqu'à la fin. On vous invite aussi de rester pour la vidéo suivante. Merci, à la prochaine.